Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié au minimalisme, à la tech et à la productivité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Owen Simonin, alias Asher sur YouTube. C'est un entrepreneur passionné de crypto-monnaies et de la technologie blockchain. J'aimerais que l'on découvre avec lui à quoi pourrait ressembler notre portefeuille dans le futur grâce à ces technologies. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à mettre vos écouteurs sur vos oreilles, à ranger votre smartphone dans votre poche et c'est parti. Salut Owen, comment ça va ? Bien, et toi ? Bah écoute, parfait, merci d'avoir accepté l'invitation, c'est cool. Et merci à toi de m'avoir invité. Je suivais ce que tu faisais avant, donc je suis content d'avoir mon petit mot et aujourd'hui de savoir ce qu'on va mettre dans notre poche. Alors Owen, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que déjà tu peux te présenter rapidement et simplement pour nous dire tout ce que tu fais, que ce soit sur Internet ou en tant qu'entrepreneur ? Tout à fait, je m'appelle Owen Simonin, j'ai 22 ans. J'ai commencé à entreprendre à l'âge de 19 ans. J'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, des vidéos dans lesquelles je parlais de la nouvelle technologie de la blockchain. Alors des nouvelles technologies en général, mais particulièrement la blockchain et les crypto-monnaies. Ça s'est développé énormément sur ce segment-là. Donc aujourd'hui, je parle presque que de cet environnement et j'ai créé différentes entreprises autour de l'environnement des crypto-monnaies et de la blockchain. D'accord, alors déjà, pour parler à tout le monde et simplifier un petit peu, est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce que c'est les crypto-monnaies et la blockchain ? Simplement, vraiment. Tout à fait. Alors, la technologie de la blockchain, c'est une technologie qui permet de résoudre certains problèmes. Le plus connu d'entre tous, c'est la décentralisation. Comme tu le sais, il y a plein de choses dans la vie où on est obligé d'avoir un tiers de confiance. Si tu veux t'assurer, il faut une assurance. Si tu veux envoyer de l'argent, il te faut une banque. Si tu veux acheter un appartement, il va te falloir un notaire. Il y a plein de choses dans la vie où on est obligé d'avoir un tiers de confiance, c'est-à-dire une entité qui va te permettre de. Eh bien, la technologie de la blockchain, ça va permettre à des particuliers de répondre à des problèmes d'autres particuliers. C'est un petit peu comme un Uber, mais tu n'as même pas Uber qui met les gens en relation. C'est carrément un algorithme qui va connecter des gens comme toi et des gens comme moi afin de répondre à un problème sans passer par une entreprise, un gouvernement, une banque, etc., etc. Principalement, cette technologie permet donc la décentralisation, mais aussi plein d'autres choses comme la transparence, comme la rapidité, etc., etc. Alors quand tu dis décentralisé, c'est-à-dire que, admettons que je veuille échanger de l'argent avec toi. Oui. Où va être cet argent ? Comment on va pouvoir échanger sans passer par une banque qui permet de faire ça en fait ? Comment ça marche la décentralisation ? Alors, c'est deux questions en une, donc je vais essayer de répondre le plus globalement possible, mais je vais donner un exemple très parlant. Imaginons qu'aujourd'hui je veux t'envoyer 100 €. C'est pas Owen qui envoie 100 € à Florian. En réalité, c'est la banque d'Owen qui va envoyer 100 € à la banque de Florian. Ma banque à moi va me dire « Owen, on vous doit plus 200 €. Vous venez d'envoyer 100 à Florian, maintenant on vous doit 100 €. Et toi, ta banque, Florian, imaginons que tu avais 500 €. Elle va t'envoyer un message le matin en disant « On vous doit plus 500, on vous doit 600 maintenant, parce qu'on a une banque qui nous a envoyé 100 € pour vous. » En réalité, c'est pas toi et moi qui faisons les transactions. C'est nos banques qui s'échangent de l'argent entre elles et elles nous font un statut en disant « Voilà, aujourd'hui, on vous doit tant, vous avez tant sur votre compte. » Eh bien, la décentralisation, non seulement l'argent, elle est dans le cloud, c'est-à-dire qu'elle reste sur Internet, d'accord ? Elle est dans le réseau. Par contre, ce sont des ordinateurs d'autres personnes comme toi et moi, qui vont mettre à jour. Imaginons qu'on va parler du Bitcoin, ça reste quand même la crypto-monnaie la plus connue, qui est basée sur cette technologie. Eh bien, si je t'envoie un Bitcoin, par exemple, le réseau va d'abord regarder, est-ce que le compte d'Owen a bien un Bitcoin ? Oui. Est-ce qu'Owen est bien propriétaire de ce compte ? Parce que sinon, ce serait trop facile s'il pouvait envoyer des bitcoins qui n'étaient pas à lui. Oui. Ensuite, est-ce que Florian a bien un compte également ? Etc., etc. Jusqu'au moment où la machine, elle va faire son calcul et elle va transférer l'argent suite à ma demande de mon compte au tien et elle va mettre à jour le réseau mondial de la blockchain Bitcoin en disant, voilà, il y a un compte où il y a un bitcoin de moins et il y a un compte où il y a un bitcoin de plus. Tout est dans le cloud et même la personne qui nous a permis de sécuriser la transaction entre toi et moi, c'est un ordinateur qui appartient à quelqu'un d'autre, qui pourrait très bien être toi ou moi d'ailleurs, choisi au hasard sur la planète. Il n'y a pas une banque ou un organisme qui peut demain décider de bloquer
en fait, si tu veux. D'accord, donc c'est ça la décentralisation, c'est que ça va être plein de gens dans le monde entier qui vont permettre de confirmer la transaction qu'on a voulu faire. C'est ça. Donc là, on parle d'argent, mais est-ce que ce système-là, s'appliquer à d'autres choses? Alors, je vais parler du porte-monnaie parce que c'est un peu le sujet, mais dans nos portefeuilles porte-monnaie, on a des cartes de crédit, de l'argent physique, on a nos cartes d'identité, permis de conduire, etc. On a même des cartes de fidélité. Oui. À quoi ça ressemblera dans le futur? Est-ce que tout ça pourrait être décentralisé? On pourra accéder à nos documents ou se les échanger via la blockchain et ce type de transaction? Alors, moi, je pense que oui. D'ailleurs, c'est déjà un petit peu en train d'arriver. Aujourd'hui, moi, mon plus gros porte-monnaie, on va dire mon plus gros compte en banque, c'est une suite de caractères qui me permettent d'accéder à l'argent que j'ai dans la blockchain. Donc, à partir de là, oui, je pense que le porte-monnaie va totalement évoluer. Et le porte-monnaie, ce sera probablement un jour un téléphone ou on va dire un device informatique dans lequel on aura tout, dans lequel on aura nos comptes, dans lequel on aura la preuve de notre identité. Je pense qu'en fait, là où aujourd'hui on a une carte pour notre permis de conduire, je pense que dans plusieurs années, tu auras simplement un moyen de prouver que tu es bien 32 27 8, le conducteur qui a le droit de conduire les motos et les voitures, par exemple. Pour toi, le smartphone, ce sera vraiment le moyen de centraliser tous ces papiers-là qu'on a actuellement dans nos poches, quoi. Alors, oui et non. Le smartphone, parce que on peut mettre tout plein de choses connectées dedans, on peut enregistrer tout plein de choses, mais ce sera peut-être une carte de crédit où quand tu appuies dessus, il y a un écran qui s'allume et dedans, tu as des références. D'accord. Je pense que ce sera un objet informatique, comme un téléphone, mais ce sera peut-être pas qu'un téléphone, si tu veux. Ça pourra dépendre de plein de choses. Ça pourrait être une clé, par exemple. Ça pourrait être un objet qui te permet d'accéder à un compte. Mais pas forcément un téléphone. En tout cas, oui, ce sera numérique. D'accord, mais on ne sera pas obligé forcément d'avoir une connexion Internet pour l'utiliser? Si? Alors, dans certains cas, oui, je pense. Moi, je pense forcément à la technologie de la blockchain. Et évidemment, il faut pouvoir te connecter au réseau. Donc, avoir de la connectivité. Est-ce que ce sera Internet, satellite ou quoi que ce soit d'autre? Je sais pas. Mais je pense qu'il faudra, oui, être connecté. Par contre, il existe des solutions aujourd'hui. Alors, c'est très, très, très technique, qui permettent de prouver qui tu es sans pour autant être connecté au réseau. D'accord. Ce que je veux te dire, c'est que je te donne un exemple très simple. Je vais essayer d'expliquer ça. Attention, c'est complexe. Tu pourrais très bien avoir une machine, d'accord? Il y a un code dedans. On imagine qu'il n'y a que 5 codes qui peuvent ouvrir cette machine, d'accord? Si moi, je viens devant toi, que je te donne un code et que j'arrive à ouvrir la machine, j'ai pas été connecté à Internet. Pourtant, toi, Florian, qui était à côté de cette machine, tu as la preuve que je suis bien l'un des 5 propriétaires du code. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pourtant, j'ai été connecté nulle part. Je t'ai juste prouvé, parce que j'ai réussi à faire quelque chose, que j'étais l'un des 5 propriétaires. Eh bien, ça existe. Ça s'appelle aujourd'hui le Google Authenticator. Google Authenticator, c'est pas connecté à Internet, mais tu sais, des fois, tu te connectes à un site, on te demande ton email, ton mot de passe, et après, on te propose de t'envoyer un SMS sur ton téléphone, ou alors de taper un code Google Authenticator. Est-ce que ça te parle? Oui, tout à fait. Eh bien, en fait, ce code-là, c'est un algorithme qui est dans le site Internet, et il n'y a que le propriétaire du téléphone. Par exemple, toi, tu essayes de te connecter à ton compte Facebook, je te dis une bêtise, tu te connectes, on te demande ton double authenticator, et bien sur ton téléphone, tu peux générer un code et le rentrer sur Internet. Et si le code est bon sur Internet, eh bien forcément, tu as prouvé que c'était toi. Pourtant, ton téléphone n'est pas connecté, en fait. D'accord. Ça répond à une règle mathématique. Ok. Donc, il y aura plein de moyens de s'authentifier sans être connecté à Internet. Et par raison de sécurité, ce code-là, il est valable que sur une durée limitée, j'imagine. Exactement, c'est exactement ça. En fait, ce code, c'est un algorithme. Il génère toutes les 10 secondes un mot de passe en suivant la même règle que chez Facebook. Donc, en gros, t'es pas connecté à Internet, d'accord? Mais quand tu vas taper le mot de passe, quand le mot de passe s'affiche sur ton téléphone et en même temps sur Facebook, tu ne peux te connecter que si c'est le même code. Et donc, en fait, c'est 2 algorithmes. C'est comme si tu imaginais 2 machines, tu les mets à côté l'une de l'autre et tu leur donnes les mêmes règles. C'est-à-dire, toutes les 10 minutes, vous passez de bleu à jaune, et 10 minutes après, vous passez de jaune à rouge, et ensuite, vous revenez à bleu. Même si tu sépares ces machines et que tu les mets l'une très loin de l'autre sur la planète Terre, normalement, elles seront tout le temps de la même couleur au même moment. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Eh bien, quand tu vas sur Facebook, c'est comme si on te demandait « Alors, votre machine actuellement, elle est rouge ou elle est bleue ?» Et si tu dis la même couleur que Facebook, alors qu'ils sont pas à côté de toi, eh bien, d'un coup, tu peux te connecter et t'as prouvé que tu étais bien Florian parce que tu es le seul à avoir cette machine-là qui est connectée à la même machine de Facebook. Okay. Et pourtant, il n'y a pas d'Internet. Elles sont juste réglées de la même façon. D'accord, ok. Donc du coup, pour tous ceux qui peuvent se poser la question, est-ce que c'est dangereux ou sécurisé ou pas sécurisé justement d'avoir toutes ces informations-là personnelles qui sont dans
dans le cloud, qui se baladent à droite à gauche sur Internet et autres. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Est-ce que pour toi, c'est vraiment sécurisé et qu'on n'aura aucun risque de se faire voler nos données, notre identité? Alors, il y a deux grosses bases. La première, c'est que le risque zéro n'existe pas. Même si c'est bien sécurisé dans ton téléphone, il suffit que tu aies déverrouillé ton téléphone pour aller écrire un SMS et que quelqu'un passe en courant, il te vole le téléphone à ce moment-là, comme par hasard, tu étais sur le point de faire un virement et tu allais rentrer le RIB de quelqu'un de ta famille, manque de bol, mais il peut te voler ton argent. Quoi qu'il arrive, le risque zéro n'existe pas. Ça, il faut le retenir. Et la deuxième chose qu'il faut retenir, c'est les bases de la sécurité. La sécurité, qu'est-ce que c'est? Parce que, comme je viens de te le dire, le risque zéro n'existe pas. Donc, il n'existe aucun mot de passe que tu ne peux pas résoudre sur un coup de chance. Même si je te dis que mon mot de passe à moi, c'est 150 caractères, ok, ça voudrait dire, Florian, que tu as beaucoup de chance. Mais si tu tapes au hasard sur ton clavier, tu peux le trouver. Donc, le risque zéro n'existe jamais. Ce qu'il faut comprendre, que la sécurité, c'est trois choses. La sécurité, c'est ce que je suis, ce que j'ai et ce que je sais. Si tu arrives à réunir ces trois points-là, on dit que la sécurité est la plus grosse possible. Par exemple, quand tu vas aller sur ton téléphone, tu peux prouver que c'est le tien avec ce que je suis. Tu scannes ton œil. Ton œil, il n'y a que toi qui l'as. Tu es d'accord? Ouais. Eh bien, un scan de la rétine, c'est ce que tu es. Ensuite, un mot de passe. Le mot de passe, c'est toi qui l'as réglé. Ça, c'est ce que tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce que je suis, l'œil. Ce que je sais, un mot de passe. Et ensuite, ça peut être ce que j'ai. Et on peut imaginer que c'est une clé USB. Tant que tu la branches pas à ton ordinateur, il peut pas s'allumer. Tu vois? Okay. Alors, ou une carte de sécurité, comme dans certaines entreprises, par exemple. Exactement. Et quand tu combines les trois, il faut une carte de sécurité, un mot de passe que tu as dans la tête et ton œil. Là, ça devient compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, on est quand même au max. Eh bien, quoi qu'il arrive, on peut rajouter ces trois principes à n'importe quoi. À un téléphone, à un site internet. Et c'est ce qui se passe. Le mot de passe, c'est ce que tu sais. Quand tu mets le double authenticateur que je viens de te présenter, eh bien, c'est ce que tu as. Parce qu'il n'y a que ton téléphone qui peut générer le code du double authenticateur. C'est toujours pareil. Si tu regardes la sécurité, ça fonctionne toujours de la même façon. Okay. Ce que je veux te dire, c'est que quelle que soit la solution qu'on aura, que ce soit le portefeuille qu'on a aujourd'hui, que ce soit un téléphone à l'avenir, quelle que soit la nouvelle chose qu'on va mettre dans notre poche pour nous identifier et prouver que nous sommes cette personne, on pourra toujours se débrouiller pour mettre ces trois facteurs et donc augmenter au maximum la sécurité. Ok, ça marche. Donc, est-ce que ce sera plus sécurisé qu'aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on pourra faire en sorte que ce soit aussi sécurisé qu'aujourd'hui, quelle que soit la forme de ce qu'on aura dans la poche demain. Ok, très bien. Très bonne réponse, ça me va. Alors et du coup, pour rebondir aux banques, aux tiers de confiance et tout ça, donc tu me disais qu'il n'y avait plus de tiers de confiance, mais on est quand même obligé de passer par des plateformes d'échange pour s'échanger des crypto-monnaies, Bitcoin et autres. Alors, t'es d'accord avec ça? Oui et non. Si tu veux échanger une crypto-monnaie sur plein d'autres crypto-monnaies, tu peux passer par une place d'échange. Par contre, suffit qu'on se mette d'accord, toi et moi, à côté. Si tu es à côté de moi, on peut s'échanger quelque chose sans. Ce que je veux te dire, c'est que si tu veux échanger des euros en dollars, tu vas sûrement aller à la banque, parce que c'est ce qui te vient à l'esprit. Ouais. Mais en attendant, si tu te mets à côté de moi, que tu as des dollars, que moi j'ai des euros, on peut se les échanger. Donc, on n'est pas forcément obligé de passer par des places d'échange. Il y a plein d'autres solutions et il y en a de plus en plus. D'accord. Mais imaginons que je sois en France, que tu sois aux États-Unis, qu'on veuille se faire un échange d'argent ou je veuille t'acheter quelque chose. Moi, pour te transférer cet argent, je vais passer quand même, je pense passer par un site de type Kraken ou autre, pour ceux qui connaissent, pour faire cette transaction, non? Oui, basiquement, ne serait-ce que par la confiance. Si t'es pas à côté de moi, j'ai peur que tu m'envoies jamais ce que tu me dois. On va passer par des protocoles ou des systèmes de sécurité qui permettent de faire ça. Tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il y a un site, une plateforme d'échange comme celle-ci qui est actuellement énorme et qui, on va dire, monopolise ce marché-là? Alors, elle ne connecte pas des gens comme toi et moi les uns aux autres, parce qu'elle connecte que des inconnus. En gros, il y a tous ceux qui veulent acheter quelque chose, tous ceux qui veulent vendre cette même chose, et ça les connecte. Mais je ne sais pas qui est en face de moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En gros, j'aurais pas Florian Beaufreton, j'aurais individu numéro 396 000. Tu vois? Okay. Mais oui, il y en a des très très grosses. La plus connue de plateforme d'échange de crypto-monnaies, qui pour moi est la monnaie de l'avenir, c'est Binance à l'heure actuelle, parce que ça change très vite. Il y a Kraken que tu as cité, il y a Coinbase qui permet d'acheter et de vendre, il y en a vraiment plein.
D'accord. Et donc, est-ce qu'on ne risque pas d'arriver à une situation de monopole d'une de ces plateformes d'échange? J'ai un exemple, ça n'a rien à voir, mais par exemple Blablacar. Au départ, on a commencé à utiliser Blablacar parce que c'était pratique, il y avait très peu de commissions et du coup, au départ, c'était même de l'échange d'argent direct entre les conducteurs et passagers. Et au fur et à mesure, avec Internet, ils ont mis en place les réservations en ligne avec un système de commission. Et Blablacar se rémunérait avec des petites commissions. Et au fur et à mesure, comme Blablacar est devenu ultra puissant et que c'était un des seuls sites de covoiturage, ils ont augmenté petit à petit leurs commissions comme si de rien n'était, et on s'est retrouvé un peu piégé parce qu'il n'y avait que cette plateforme-là pour faire ce type d'échange de covoiturage, on va dire. Est-ce qu'avec les plateformes d'échange de crypto-monnaies, on risque pas d'arriver à la même chose où on va avoir de plus en plus de commissions qui vont être appliquées sur ces plateformes-là? Alors déjà, deux choses. La première de Blablacar, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, la concurrence, c'est ce qu'il y a de plus sain pour réguler les problèmes. C'est-à-dire que si Blablacar continue à augmenter ses prix, à un moment, ce ne sera plus raisonnable et il y a un autre concurrent qui va apparaître. C'est obligatoire. C'est déjà un premier point qu'il faut dire. Le deuxième point, c'est que Blablacar, on dirait que c'est décentralisé parce que ça connecte des gens comme toi et moi qui peuvent conduire une voiture à des gens comme toi et moi qui ont besoin d'être conduits. Jusque-là, on est d'accord. Eh bien, la blockchain, c'est plutôt cette technologie-là qui va remplacer. La blockchain, ce serait comme Blablacar, mais c'est pas une entreprise qui prend une commission. C'est des gens comme toi qui se connectent à un logiciel, des gens comme moi qui veulent conduire leur voiture qui se connectent au même logiciel, et c'est le logiciel qui nous connecte. Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de taxe. C'est carrément un algorithme qui nous connecte. Donc, le prix ne pourra pas augmenter de la sorte, en fait, si tu veux. Donc déjà, il faut le savoir. On pense que c'est décentralisé, Blablacar, Uber, on appelle même ça l'uberisation, ouais. Mais en fait, pas tout à fait, parce qu'on passe quand même par une entreprise qui nous connecte. La blockchain, il n'y aura même pas cette entreprise, donc il n'y aura pas d'abus de puissance ou de pouvoir. Et s'il y a une blockchain qui est trop chère, on en crée une nouvelle, et puis tout de suite, elle pourra être concurrencée. Donc à l'avenir, je pense qu'on n'aura plus trop ces monopoles qui s'installent. Par contre, pour les échanges de crypto-monnaies, je pense que ça n'arrivera jamais. Déjà parce que, pour te donner un ordre d'idée, des plateformes d'échange de crypto-monnaies, il doit en exister peut-être 6 ou 700. D'accord. C'est tellement gros. Il suffit que moi je dise, oh là là, là-bas c'est trop cher, je vais le créer sur mon site internet, je vais connecter des gens comme moi à des gens comme toi. Eh bien, en 2 heures, je peux concurrencer Binance. Alors que c'est le numéro 1. C'est-à-dire que le seul moyen de rester le numéro 1 dans le monde de la crypto-monnaie, c'est d'être efficace, sécurisé et le moins cher possible. Et d'ailleurs, les plus gros, c'est Binance, et ils sont les plus connus, en partie, je pense, parce qu'ils proposent, je crois, 0,075% de frais par transaction. C'est-à-dire que si tu échanges 1000 euros, tu vas payer une misère. C'est vraiment, vraiment ridicule. D'accord. Et donc, ils restent les plus connus et les plus utilisés parce qu'ils sont très concurrentiels et qui permettent de faire des échanges avec des commissions très faibles. Si jamais ils augmentent un jour leurs commissions, exactement, ils risquent de chuter et d'être moins utilisés par les gens. Tout à fait. Okay. Alors, il y en a qui sont un petit peu plus chers, comme Coinbase. Coinbase, eux, ils sont jusqu'à 3% de frais, t'imagines, par rapport à 0,07. Ouais. Le truc, c'est que Binance, eux, c'est pour échanger des très gros volumes sur plein de crypto-monnaies. Coinbase, eux, ils sont beaucoup plus simples. C'est vraiment très simple d'utiliser Coinbase. Un enfant pourrait utiliser Coinbase, sauf que tu peux acheter que quelques crypto-monnaies. Et c'est intéressant si tu veux acheter 100 ou 200 euros. Si tu veux acheter 50 000 euros, tu vas prendre le temps de comprendre comment fonctionne Binance, évidemment. Chacun son segment, en fait. Chacun est venu et a répondu au problème en disant « Ok, moi, je suis plus cher, mais du coup, je vais être beaucoup plus simple d'utilisation, etc. etc. » Donc, il y aura toujours de tout, mais la décentralisation, c'est vraiment un point qui ne m'inquiète pas. Ce point que tu dis, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut arriver en monopole ? Vraiment pas. La décentralisation, les crypto-monnaies, les échanges de crypto-monnaies, c'est vraiment basé sur cette valeur-là que ça doit être moins cher et ça doit être vraiment le plus simple et le plus agréable à utiliser qui va devenir le leader. Ce qui faisait vraiment peur, en fait, c'est tout ce qu'on ne pouvait pas remettre en question. Tu vois, Blablacar, ça me fait même pas peur parce que quelqu'un peut concurrencer Blablacar. Le jour où tu trouves que c'est trop cher, tu peux te lancer et les doubler, si tu veux. Alors que aujourd'hui, si tu as envie d'acheter un appartement et tu n'as pas envie de payer 7% à ton notaire, tu peux pas. Parce qu'il n'y a pas de solution, parce que c'est la loi qui te dit qu'il n'existe pas d'autre solution. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ok. La décentralisation, c'est ça. C'est pouvoir éviter un monopole, mais pas un monopole comme Blablacar. Blablacar, tu peux le copier et faire moins cher. À toi de te battre pour que ça marche. Par contre, dire je ne veux pas payer mes impôts, je veux les payer dans un autre pays, là c'est autre chose, c'est plus compliqué. En fait, la décentralisation, ça te laisse le choix là où il n'était pas avant. Pour l'instant, on n'a pas le choix sur Blablacar, mais
jusqu'au jour où quelqu'un va faire la solution. Alors qu'il y a certaines choses dans la vie où on n'a pas le droit. Et ça, c'est grave. Ok. Je rappelle à tous les auditeurs, si jamais ça vous intéresse encore plus, après ce que vient de dire Owen, tout ce qui est crypto-monnaie, blockchain, etc., je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne YouTube où il explique vraiment assez simplement comment ça fonctionne et il rentre plus dans les détails encore de comment fonctionne telle et telle crypto-monnaie, les investissements et tout ça. Donc vraiment, il y a le lien en description, n'hésitez pas à aller voir. Owen, je voulais revenir quand même sur le porte-monnaie virtuel. Selon toi, qu'est-ce que ça va apporter comme avantage ? Alors, le vrai porte-monnaie du futur, je pense qu'il n'existe pas encore. Ok. On peut pas imaginer quelle forme il aura. Parce que là, moi, j'allais de base te parler du porte-monnaie de crypto-monnaie, qui est quand même différent de celui qu'on a. Là, on imagine le porte-monnaie, c'est un truc en cuir dans lequel on met des billets, par exemple. Le porte-monnaie numéro 2, c'est celui que j'aurais plutôt tendance, moi, à présenter. Ça va être une clé USB, ou alors une carte avec un petit écran qui permet de prouver que tu es bien le propriétaire de tel compte dans la blockchain. Ça aurait été naturellement ce que moi, je devrais t'apporter dans cette émission en te disant, pour moi, le porte-monnaie, c'est ça. Par contre, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de gens pensent qu'un porte-monnaie de crypto-monnaie, d'accord, les gens, ils pensent que c'est une clé USB et que ta crypto-monnaie, elle est dedans. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Alors qu'en fait, c'est totalement faux. Ta crypto-monnaie, elle reste tout le temps sur Internet. Elle reste tout le temps dans le cloud. Par contre, quand tu veux prouver que c'est ton compte, imaginons que tu as un compte avec un Bitcoin, si tu veux en envoyer, on va te demander, d'accord, quel est votre mot de passe ? Et là, dans la clé USB que tu as dans la main, en connectant à ton ordinateur, tu peux prouver que c'est toi qui as le mot de passe. Parce que dans la clé, il y a ton mot de passe qui est sécurisé. Ça, c'est le porte-monnaie de demain. En fait, le porte-monnaie de demain, c'est quelque chose de physique qui te permettra de prouver que tu as le droit d'accéder à quelque chose. Tu arrives devant tes bureaux, c'est ton bureau à toi, tu n'auras peut-être plus une clé. Tu auras simplement un petit truc, une carte, que quand tu vas la passer à côté de la porte, on va comprendre que c'est toi, parce que tu es le seul à avoir cette carte. Ça, c'est le porte-monnaie version numéro 2. Mais là, j'ai carrément rencontré un entrepreneur qui me dit, pour moi, rien que ce que je suis, on pourra trouver des choses inimitables, pour prouver que c'est toi. C'est-à-dire que rien que ta propre personne, sans même avoir à avoir d'objet, tu arriveras à prouver que c'est toi. C'est-à-dire que tu iras à ta banque, tu n'auras même plus besoin d'une pièce d'identité. Il y aura un moyen dans le futur de prouver, sans que ce soit possible de t'imiter, que tu es bien Florian Beaufreton et que tu as bien le droit d'accéder à ce compte. Tu vois ce que je veux dire ? Ok, donc tu n'auras même plus besoin, tu pourras venir, on va dire les mains dans les poches, mais vides, et justifier que c'est toi et que tu peux avoir cet argent, le retirer ou le donner ou acheter quelque chose. Exactement. Il existe déjà des technologies comme ça. Tu n'as même pas de mot de passe et c'est inimitable. Alors c'est beaucoup trop complexe de te l'expliquer. Il nous faudrait presque une demi-heure d'introduction. Mais ça existe déjà. C'est pas suffisamment sécurisé. Ça s'imite encore trop. D'ailleurs, des experts en informatique te le diront, l'empreinte digitale, en réalité, on a l'impression que c'est super sécurisé parce que personne n'a la même empreinte que toi. Mais en réalité, ton téléphone, il va analyser 7 ou 8 points sur ton doigt. Okay. Donc quelqu'un qui est bon en informatique et qui arrive à comprendre, qui va regarder en haut à gauche et qui va sortir le chiffre 32, il peut mettre le chiffre 32 et reproduire ton doigt alors que t'es pas là. Okay. Malgré tout, je pense que dans très longtemps, on aura, en fait, dans très 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 longtemps, on n'aura même plus rien dans la poche peut-être. Ok. Eh ben ça, franchement, je m'y attendais même pas. En tout cas, pour s'identifier. Ouais. Donc le portefeuille de demain, en fait, c'est qu'il n'y a pas de portefeuille. C'est ça. On pourra, je pense, prouver et accéder à notre valeur rien qu'en étant nous-mêmes, en fait. Ok. Bon, si on revient un petit peu à un peu moins longtemps que ça. Ce qui existe aujourd'hui et ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le sans contact. On peut payer avec notre carte bancaire sans avoir à faire notre code, juste en appuyant sur le terminal de paiement. On peut avoir même avec nos téléphones Apple Pay par exemple ou avec l'Apple Watch carrément poser notre montre sur le terminal et payer. Est-ce que ça peut être aussi simple avec des crypto-monnaies ? Est-ce qu'on pourra payer en crypto-monnaie en sans contact ou est-ce que là c'est vraiment un manque de sécurité Alors, on peut déjà, faut que tu le saches. Il y a des comptes en banque, quand tu ouvres, on te donne ton RIB pour que tu déposes de l'argent. Ouais. Il y a la banque qui s'appelle WireX. Quand tu ouvres, on te donne une carte de crédit Visa, comme tu la connais. Ouais. Mais tu as un RIB en Bitcoin et un RIB en euros. Donc, tu peux faire un virement bancaire depuis ta banque en euros ou alors tu peux envoyer des Bitcoins dessus et ta carte, elle va marcher en sans contact. Donc, ça existe déjà, en fait. D'accord, ok. Comme tu le fais déjà. Mais à l'avenir, quand les gens accepteront directement le Bitcoin, eh bien, tu auras juste un QR code. Le commerçant te dira, voilà, vous nous devez 25 €. Soit tu auras une puce NFC connectée à ton compte blockchain et tu auras juste à passer soit ton téléphone, soit ta montre, soit tout ce qui existe déjà. Soit
tu auras juste un QR code et on va te dire voilà, régler 17 € de Bitcoin. Tu régleras 17 € sur ton téléphone ou sur ce que tu veux. Tu prendras une photo du QR code. Tu prouveras que c'est bien toi. Alors, est-ce que ce sera ton empreinte? Est-ce que ce sera un mot de passe? Ou est-ce que ce sera toute autre chose? Ça, on ne le sait pas encore. Du moins, ça varie. Mais en tout cas, tu pourras prouver que tu es la personne qui est propriétaire de la crypto-monnaie et payer directement en prenant une photo. D'accord. Donc, ça pourra finalement être aussi simple que ce qu'on a actuellement et payer sans contact avec une carte ou avec son téléphone via un QR code ou autre. Exactement. En fait, il suffira de prouver que tu as la clé privée. C'est toujours pareil. Quand tu ouvres un compte sur la blockchain, tu as la clé publique. En gros, c'est ce que je peux te donner à toi si je veux que tu m'envoies des bitcoins. Je peux te donner ma clé publique. Et la clé privée, c'est celle qui m'est demandée à moi. Si moi, j'ai envie de t'envoyer quelque chose en mode d'accord, tu veux l'envoyer, pas de souci. C'est quoi le mot de passe? En gros, c'est ça. Et il suffira de prouver que tu as ce mot de passe-là et après, tu pourras payer n'importe où, soit en scannant le QR code, soit en connectant ton téléphone si tu as ta clé dedans. Tu pourras faire tout ce que tu veux. Okay. Ça se matérialisera comme tu veux tant que tu arrives à prouver que tu as ce mot de passe. Top. Je voulais aussi revenir en fin de ce podcast sur l'annonce de Facebook il n'y a pas si longtemps que ça. C'est le Libra. Oui. Tu en as forcément entendu parler depuis bien plus longtemps que nous. C'est la monnaie virtuelle de Facebook, pour ceux qui ne savent pas. Est-ce que tu peux m'expliquer rapidement à l'audience ce que c'est le Libra ? Alors déjà, prenons les bases très 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 commerciales de l'idée. Facebook a énormément d'utilisateurs. Facebook gagne énormément d'argent grâce aux publicités et grâce aux gens qui peuvent dépenser de l'argent. Je pense que tu connais quelqu'un dans ton entourage qui a déjà acheté des gemmes ou des cœurs pour pouvoir rejouer une nouvelle partie sur Candy Crush. Le problème que Facebook a, c'est que environ 40% de leurs utilisateurs, je crois, n'ont pas de compte en banque. Des gens qui sont en Afrique, des gens qui sont à l'autre bout de la planète. Alors, toi et moi, quand on veut payer quelque chose, on nous dit code de la carte bleue, ce qu'il y a de l'autre côté, et puis vous pouvez payer. Mais comment tu fais pour faire payer quelqu'un qui n'a pas de compte en banque? Eh ben, tu peux pas. À la limite, tu lui affiches quelques pubs, donc tu peux gagner un peu d'argent avec son activité, mais pas trop. Eh bien, imagine maintenant que je me rende compte que tu peux pas m'acheter mes services parce que t'es pas d'argent, et du coup, je crée le Owen Coin. Le Owen Coin, je décide qu'il a une valeur de 1 €, et je t'en donne. Et je te dis que je l'accepte. Eh bien, tu vas te retrouver à pouvoir consommer mes services. En gros, c'est l'idée de base. Donc, t'as pas besoin de banque. Voilà. T'as même pas besoin de banque. En fait, c'est une crypto-monnaie. Donc, ils vont créer une blockchain. Tout le monde pourra ouvrir son compte. Tu pourras acheter avec de l'argent fiat, donc de l'argent traditionnel, euros, dollars. Tu pourras échanger l'euro-dollar contre du Libra. Libra Coin, on ne sait pas encore comment va s'appeler le jeton en lui-même. Ce sera peut-être le Global Coin, le Facebook Coin, peu importe. Tu pourras en acheter. Il aura une valeur stable, apparemment. Ça, c'est ce qu'on en sait pour le moment. Il aura une valeur stable. D'accord. Et apparemment, il ne sera pas utilisé que par Facebook. On n'en sait rien, mais quand on voit les premiers partenaires qui ont investi dans l'idée de Facebook, on voit qu'il y a Uber, on voit qu'il y a Lyft, on voit qu'il y a des organisations gouvernementales, enfin, il y a plein de choses. Donc, je pense qu'il y a plein de gens qui pourront l'utiliser. Ça ne m'étonnerait pas, d'ici 1 ou 2 ans, que quand tu ailles dans un Starbucks, tu puisses payer par carte Visa, tu puisses payer par Apple Pay, et tu puisses payer avec ton Libra Coin. Et donc, le principe, ce serait ce que tu m'as expliqué plus tôt, c'est d'avoir potentiellement une carte Libra où, avec le téléphone, on pourrait payer directement, c'est ça? C'est ça, on est en train de discuter tous les deux sur WhatsApp. Ouais. Tu auras un petit bouton « Payer Owen ». Tu auras ma clé publique à moi et on te dira « Bonjour Florian, vous avez 3 Libra Coins, voulez-vous les envoyer à Owen ?» Alors, je ne sais pas encore comment on va vérifier. On te demandera peut-être de taper un mot de passe et de mettre ton empreinte ou alors de vérifier ou de t'envoyer un SMS pour prouver que c'est bien toi. Mais tu pourras me transférer de la valeur directement en discutant avec moi, en échangeant sûrement sur Facebook. On aura un petit bouton « Payer ». D'accord. Mais est-ce que ça, c'est le Libra, est-ce que c'est révolutionnaire? Parce que je sais pas forcément comment ça marche, mais en Chine, les Chinois peuvent payer via l'application WeChat ou des choses comme ça. Et on peut déjà sur Facebook. C'est la même chose ou c'est totalement différent? Alors, c'est totalement différent dans le sens où c'est la technologie qui est derrière. C'est-à-dire que là, on peut déjà se payer sur Facebook. Tu verras, si on s'envoie un message privé, tu auras un petit bouton « Payer Owen ». Après, ça va te dire « Florian, vous n'avez pas d'argent sur votre compte, veuillez rentrer votre carte bleue ». Tu vas charger du solde, tu vas mettre par exemple 100 € sur ton compte Facebook et tu vas pouvoir m'envoyer de l'argent à moi. Et moi, quand je vais retirer, on va me dire « D'accord, Owen, vous avez les 100 € de Florian, veuillez rentrer votre RIB, on va vous les envoyer sur votre compte en banque. » En fait, la méthode restera la même. C'est la technologie qui est derrière. Là, c'est de l'argent. En fait, dès qu'on est sur Facebook, c'est plus vraiment de l'argent, c'est juste des chiffres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Facebook a 100 €, ils les détiennent, ils t'appartiennent à toi, mais c'est Facebook qui l'a. Eux, ils te disent, tu as 100. C'est comme si tu avais des crédits. Après, tu les échanges à tes amis. Si tu m'envoies tes 100 crédits, moi, et que moi, je veux les retirer, là, Facebook va comprendre. OK, les 100 crédits de Florian, maintenant, ils sont à Owen. Et donc, Owen, il veut retirer 100 €. On va lui donner.
Là, on passera directement sur la blockchain. C'est-à-dire que c'est pas arrêtable. C'est-à-dire que le jour où Facebook veut arrêter, ben, ils peuvent te reprendre tes euros. Parce que c'est sur le site Facebook que tu as des crédits. Alors que la blockchain, même la blockchain de Facebook, alors on n'en est pas totalement certain, on ne sait pas encore comment elle va fonctionner. Okay. Mais techniquement, la blockchain, elle est inarrêtable. C'est-à-dire que Facebook eux-mêmes, ils ne peuvent pas rentrer sur mon compte s'ils n'ont pas ma clé. Et c'est ça, la beauté vraiment de la blockchain. Aujourd'hui, ma clé privée Bitcoin, aucun gouvernement, aucun État, aucune puissance légale ne peut venir me la prendre. Qui que ce soit. Même si sur mon compte, on peut voir qu'il y a, je sais pas, moi, j'aimerais un jour des milliards, personne ne pourra accéder à mon compte. Et si je suis suffisamment fou pour avoir appris par cœur les 34 caractères de ma clé privée et les avoir gardés dans ma tête, personne ne pourra accéder à mon compte. Le seul moyen d'accéder à mon argent, soit je suis idiot, j'ai écrit le mot de passe sur une feuille et tu trouves la feuille, à ce moment-là, ben, c'est moi l'erreur, c'est pas la technologie si tu veux. Okay. Et c'est ça la beauté avec la blockchain. Alors on sait pas encore comment Facebook va monter sa technologie. On sait que c'est pas vraiment une blockchain, mais ça fonctionne un peu de la même façon. On n'a encore pas assez d'informations pour te dire exactement où est-ce qu'elle est la révolution. Je peux te dire que ça va être rapide. Je peux te dire que ça va être décentralisé, normalement, c'est-à-dire que Facebook n'aura pas le plein pouvoir. C'est-à-dire que normalement, sur les données financières, tu auras un moyen de cacher qui tu es. Ce serait la moindre des choses. Surtout Facebook, je pense qu'ils ne s'amuseraient pas à lancer une crypto-monnaie pour encore une fois abuser des informations des utilisateurs. Sinon, ils vont commencer à avoir très très mal à leur image. Mais encore une fois, je ne peux rien te garantir parce qu'on n'a pas le produit final dans la main encore. D'accord. Mais donc, ce que moi, j'ai pu comprendre en regardant un petit peu les différentes vidéos, les différents sites internet qui parlaient du Libra, c'est que quand même, avec les partenaires dont tu as parlé, qui se sont associés à Facebook pour ce Libra, Facebook pourrait revendre ou partager les informations des utilisateurs du Libra pour mieux aider leurs partenaires à comprendre ce que Florian ou Owen a acheté sur Booking, à Starbucks ou des choses comme ça, pour après mieux retargeter et nous vendre des choses. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Parce que là, du coup, on serait dans l'opposé de la crypto-monnaie qui est censée être anonyme. Tout à fait. Alors, déjà, il y a tellement de choses là à te dire. Déjà, il faut comprendre que tu as tout à fait raison sur le processus. L'être humain avance comme ça. Au tout début, c'était qui était capable de faire du hardware ? Qui allait faire le téléphone le plus fin ? C'était ça la première mission. Ensuite, commercialement, ils se sont dit, bon, c'est trop dur d'améliorer, on n'arrive plus à améliorer nos produits physiques, donc on va améliorer les logiciels. C'est là qu'on a quitté le hardware et qu'on a commencé le software. Et ensuite, on s'est dit, bon, maintenant, le vrai business, c'est même plus le software, c'est carrément l'argent. En gros, au début, j'essaye de te vendre un ordinateur. Quand tu m'as acheté l'ordinateur, Florian, ben, j'essaye de te vendre le logiciel que tu vas mettre dedans. Et puis maintenant, le seul moyen que j'ai de doubler tous les gens qui te vendent des logiciels, c'est carrément de gérer ton compte en banque. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais toutes les grandes sociétés ont suivi ce chemin-là. Google, Apple, au début l'ordinateur, après le logiciel qu'il y a dedans, et aujourd'hui ils veulent te vendre une carte de crédit. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est vraiment l'information. Mieux on te connaît, Florian, mieux on arrive à te vendre des produits. Tu avais tout à fait raison, jusque-là, tu es à 100% dedans. Par contre, je pense que les lois s'inquiètent un peu de ça. D'ailleurs, on l'a bien vu avec la norme RGPD. Les sites internet n'ont plus le droit de faire ce qu'ils veulent avec nos informations. Le scandale de Facebook qui avait vendu les informations de ses utilisateurs. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a une seule chose qui est certaine. Si Facebook veut se réserver le droit de vendre tes informations à leurs partenaires, ils doivent te demander la permission, légalement. Même si cette nouvelle blockchain, et j'espère qu'ils ne feront pas ça parce que ce serait idiot, même si cette nouvelle blockchain serait super utile avec le LibraCoin, ils ne pourront pas, à part s'il y a une petite ligne en disant « Bonjour Florian, on a le droit de savoir ce que tu dépenses, où est-ce que tu le dépenses, quand est-ce que tu le dépenses, et de vendre ça à nos partenaires », normalement, ils n'ont pas le droit. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le faire. Hein. Facebook n'avait déjà pas le droit de le faire quand ils l'ont fait, on est bien d'accord. Mais ce que je veux te dire, c'est que ça m'étonnerait vraiment que les gens acceptent ça. Quoi qu'il en soit, si c'est vraiment le business model qu'ils veulent monter et que leur but c'est d'obtenir des informations sur nous, ils se doivent de nous en informer, quoi qu'il arrive. Après, est-ce que ça va être respecté ou pas, c'est une chose, mais ils pourraient même mettre quelque chose dans la blockchain qui permettrait à l'utilisateur de bloquer ces informations-là. Je te parle pas du site internet où on va se connecter pour le Libra, je te parle carrément dans la blockchain. S'il y a une option blockchain qui dit voilà, moi je veux bloquer mon identité et je veux que le réseau Libra Facebook lui-même ne sache pas qui je suis, si l'option elle est dans la blockchain, Facebook lui-même ne pourra rien faire. Ok. Et c'est ça qui est beau. Après, je te dis pas que l'option sera dans la blockchain, c'est quand même eux qui créent la blockchain. Mais ce qui est bien avec la blockchain, c'est comme une boule de neige géante que tu vas lancer en haut d'une montagne.
Tu définis les règles et tu définis même à la base, c'est comme la page de garde d'un livre. Tu expliques est-ce que les règles pourront changer ou non à l'avenir. Si tu dis voilà, c'est anonyme et les règles ne pourront pas changer à l'avenir, à partir du moment où la boule de neige commence à tomber de la montagne, t'as pas peur. Parce que 3 mois après, si tu rejoins cette blockchain, elle est toujours anonyme et ils ne peuvent toujours pas modifier la règle. D'accord. Voilà. Donc je pense qu'il faudra bien se renseigner. Pour l'instant, on a beaucoup de détails, beaucoup de trucs. J'ai pas vu écrit noir sur blanc. Facebook se réservera le droit de revendre les informations à ses partenaires. Et ça m'étonnerait, parce que c'est le gros problème de Facebook en ce moment. Ce serait quand même dommage qu'il démarre un nouveau produit avec pour but de voler les informations des utilisateurs. Et ensuite, les utilisateurs seront au courant et devraient avoir le choix. Ok. On est d'accord que donc le Libra, ça a été annoncé, mais c'est pas encore disponible. On peut pas l'utiliser, on peut rien faire encore. Est-ce que tu sais à peu près quand le Libra sera accessible et qu'on pourra l'utiliser? Alors, on a eu le white paper. Le white paper, c'est la page de garde, justement, celle qui donne toutes les règles, du moins toutes les intentions. Normalement, un white paper, c'est très clair. On va faire ça comme ça, il y aura telle règle, on respectera tel fonctionnement. Facebook, c'était plus des intentions. On va faire ça comme ça, on va sûrement respecter telle règle et on va sûrement vous permettre de faire ça. Donc en fait, il n'y a rien de certain encore. Okay, mais flou. Ils ont dit, on aimerait sûrement lancer ça 2020. Donc je pense que ce sera début 2020. D'accord, ok. Bon, donc pour résumer, pour les gens qui nous écoutent, faites bien attention à lire toutes les conditions, que ce soit pour le Libra ou les autres crypto-monnaies, combien ça vaut, le cours, etc. Bien analyser les choses avant de se lancer dedans. Déjà ça, il faut le spécifier. On n'investit pas juste comme ça, on va dire tête baissée pour investir et espérer se faire de l'argent. Dans notre porte-monnaie, dans le futur, ce qu'on a compris, c'est qu'on pourra s'échanger des crypto-monnaies sans tiers de confiance, donc sans passer par les banques. Et même à terme, selon Owen Simonin, on pourra ne plus avoir de portefeuille, de porte-monnaie dans sa poche et on pourra potentiellement s'identifier simplement avec nous-mêmes, c'est-à-dire notre personne. On pourra justifier de pouvoir faire des échanges simplement en étant nous même et en étant identifié par notre corps, nos yeux, nos mains, etc. C'est ça, Owen ? Tout à fait, exactement. Alors, on ne sait pas encore comment. Est-ce que ce sera ton ADN ? Est-ce que ce sera quelque chose d'inimitable ? Mais on aura un moyen, peut-être même, sans rien avoir dans la poche. Ok. Et on ne sait pas encore quand exactement, mais ça peut arriver. Tout à fait. Bon, eh bien, écoute, merci Owen pour avoir partagé tout ça avec nous. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. N'hésitez pas à aller checker la chaîne d'Owen qui s'appelle Asher sur YouTube. Tu as également la société donc Just Mining pour en parler un petit peu, qui produit des machines de minage, c'est ça ? Tout à fait. En fait, là où la banque va sécuriser notre transaction, je t'ai dit qu'il n'y avait pas de banque. Il y avait des ordinateurs de gens comme toi et moi. Eh bien, on fait ces ordinateurs et ces logiciels, en fait. On crée des choses qui vont faire le travail de la banque. Quand on va faire des transactions entre nous, c'est ces machines-là qui vont les sécuriser. D'accord. Ces machines participent au bon fonctionnement de la blockchain, en fait. Exactement. Et cette machine, elle récupère forcément sa commission parce qu'elle fait un travail. Bien sûr. Et si tu as acheté une machine 100 € et qu'elle t'a rapporté 120 € de commission, c'est rentable. Et il y a des gens, c'est devenu leur métier de faire travailler des ordinateurs à leur place. Eh ben écoute, merci beaucoup Owen. Je mettrai tous les liens de tes réseaux sociaux et de Just Mining dans la description. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire dans la vidéo YouTube et aussi sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ça peut être Apple Podcast, Google Podcast ou autre. N'hésitez pas à mettre les étoiles que vous voulez. 5 étoiles, c'est toujours le mieux pour nous référencer. Et moi, en attendant, je vous dis à la prochaine. Salut Owen, merci. Merci à toi, au revoir. Ciao tout le monde.